on va accueillir mesdames Laurence Chagnoux et Laurence Gédon-Lassus, qui sont infirmières à l'unité transversale d'éducation pour le patient du centre hospitalier Charles Perrins à Bordeaux, et qui vous allez donc nous présenter un programme d'éducation thérapeutique que vous avez mis en place afin de permettre aux patients atteints de certains troubles de la santé mentale de bénéficier d'une information sur l'impact du cannabis sur leur rétablissement. Ce programme est actuellement interrompu et vous allez, entre autres choses, nous expliquer pourquoi. Tout d'abord, merci à vous, merci Madame Bankoucha et merci au CRESPACA pour cette invitation. Nous sommes toutes les deux infirmières à l'UTEP et nous nous appelons les Laurence. Voilà, on se présentera un peu plus au fur et à mesure du diaporama. Merci beaucoup. Nous allons vous exposer notre retour d'expérience sur un programme qui, en effet, a eu des difficultés à se maintenir sur 4 années. On va vous expliquer ce par quoi il est passé, quelle était la genèse, mais aussi comment ça s'est développé et où nous en sommes actuellement. Voilà, donc pour ce faire... Voilà, ce sera le déroulé de notre intervention. Nous allons nous présenter, faire l'état des lieux motivant ce projet-là à l'époque. La recommandation sur laquelle nous sommes basés en termes d'intervention globale, la genèse, les objectifs de notre programme, la présentation de celui-ci, et puis là où nous en sommes, et aborder avec vous les quelques perspectives que nous fixons, et pour lesquelles d'ailleurs nous sommes déjà en cours d'élaboration. Donc, je me représente, je suis Laurence Chagnoux, infirmière de l'unité transversale d'éducation pour le patient du centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux. Et je suis donc Laurence Gédon-Lassus, même fonction que ma collègue, je suis infirmière à l'unité transversale d'éducation pour le patient du même centre hospitalier à Bordeaux, et je remercie les organisateurs de nous avoir conviés à cette présentation. Voilà, sur l'UTEP, juste pour aussi retracer un petit peu, mais ça ne fait que 4 ans que nous existons et nous avons à l'heure actuelle 7 programmes d'éducation thérapeutique du patient, et on fera le lien d'ailleurs avec cela ensuite. Donc on voulait commencer l'intervention par faire un petit rappel au niveau des vulnérabilités psychiatriques et du trouble de l'usage au cannabis. On sait aujourd'hui que le THC est la substance illicite la plus consommée en France, où effectivement on recense un peu plus de 13 millions de personnes âgées de 11 à 75 ans qui l'ont expérimenté au moins une fois. On compte parmi elles 1 million de consommateurs réguliers. Nous avons pu lire lors de nos recherches et lors de notre benchmarking que le rapport de l'OMS signifiait effectivement que les personnes souffrant de troubles psychiatriques étaient bien sûr utilisateurs. Vous allez me dire bien sûr, mais effectivement on n'a pas besoin de lire ce rapport pour se rendre compte sur le terrain que ces usagers consomment du THC. C'est une réalité, mais c'est aussi une réelle problématique pour les patients, et aussi complexifiant la prise en charge pour ces usagers. Les conséquences, bien sûr, de cette utilisation de cannabis, on les connaît tous, mais on voulait aussi encore faire un petit rappel. Aggravant les symptômes de la pathologie initiale, complexifiant, comme je disais tout à l'heure, le parcours et la prise en charge, avec des troubles du comportement, des altérations des performances cognitives, des augmentations des accidents de la voie publique et des prises de risques, baisse des performances scolaires ou professionnelles, et puis je vous laisse lire, bien sûr, le reste de la diapo. Au niveau des recommandations, ce qui est préconisé, c'est plutôt avoir une approche globale du soin, un modèle intégratif, où ce qu'on observe, c'est l'évolution des pratiques. Autant les personnes, les usagers étaient, lors des hospitalisations, rencontrés par une équipe, et puis il y avait un passage de relais qui se faisait vers des spécialistes. De plus en plus, nous préconisons plutôt une approche déjà inscrite lors de la première rencontre avec la personne, et lui proposer un maximum d'outils, de professionnels et de compétences autour d'elle pour l'accompagner dans son projet, et sa sensibilisation en tout cas à repérer ces problèmes de santé, mais aussi l'espoir qu'il y a derrière différentes approches qui peuvent l'aider à gérer les risques de comorbidité. Donc dans les approches, dans les modèles de promotion à la santé, l'éducation thérapeutique fait partie des outils possibles qui sont à mettre à disposition des usagers. Et donc nous allons parler
cet exemple-là. Donc, le programme d'éducation thérapeutique existait déjà. Il y avait un historique sur le centre hospitalier Charles Perrins depuis 2011. C'était plutôt sous la forme d'un programme collectif animé à l'époque par une psychologue. Donc, 2011, c'était tout juste après la loi de 2009 qui a mis en place l'éducation thérapeutique dans les structures. Ce programme a vécu avec effectivement un non-renouvellement du programme dès 2015 et lors de l'évaluation quadriennale. Plusieurs difficultés ont été pointées, et notamment l'investissement du public visé, où les patients pouvaient venir une fois, 2 fois, manquer une séance, 2 séances, 3 séances, revenaient un petit peu. Donc ça a été un petit peu compliqué de mettre en place des groupes. Ce qui a été une autre difficulté et un frein, c'est bien sûr le départ du coordonnateur de l'époque. Donc le programme, à l'évaluation quadriennale de 2015, nous avons demandé un non-renouvellement de ce programme-là. Il en restait dans notre réflexion que ce programme était en tout cas utile. En tout cas, on y voyait une utilité. Donc, dès 2016, et avec déjà effectivement la mise en place de postes infirmiers de coordination sur l'éducation thérapeutique sur l'établissement, les premiers projets ont été d'essayer de reconstruire un programme, de voir un petit peu ce qui s'était passé ultérieurement et de voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Donc à cette époque-là, on a refait un benchmarking et on est parti plutôt sur une création de programme en individuel. L'établissement a aussi dans l'historique plutôt des programmes en individuel, ça fonctionnait sur certains pôles, donc on s'est dit on repart sur de l'individuel. Les séances ont été construites, il y a eu l'identification d'une nouvelle coordinatrice qui était le docteur Clélia Quiles et qui s'excuse qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Puis ce programme a été validé par l'Agence régionale de santé en janvier 2017, sous le nom que vous avez pu voir sur la première diapo, qui était donc Liberté Cannabis. Le programme était proposé en individuel pour se concentrer sur les problématiques du patient. Vous voyez à l'affichage les objectifs du programme. Le programme ETP devait permettre aux patients souffrant de schizophrénie ou de troubles bipolaires et consommant du cannabis de bénéficier d'une information plutôt claire, mais aussi simple, de travailler sur l'impact du produit sur leur rétablissement. Un des objectifs, en tout cas, qu'on se fixait, nous, en tant que soignants, c'était pas de viser à la diminution ou à l'arrêt de la consommation, c'était plutôt de travailler sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre la dépendance et bien sûr d'orienter vers les professionnels experts de l'addiction. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir la présentation du programme en globalité, dans les grandes lignes. Le programme contenait toutes les étapes nécessaires et obligatoires à l'éducation thérapeutique, passant du bilan éducatif de certaines échelles qui avaient été choisies en équipe projet, allant jusqu'à la séance d'évaluation des compétences acquises de l'usager. Nous espérions que les usagers en prérequis pouvaient être stables au niveau de leur pathologie initiale, permettant ainsi d'approfondir les connaissances dans de meilleures conditions. Le programme se compose de 4 séances, comme vous pouvez le voir, se terminant donc par le bilan du programme. Nous avions espéré un programme court, simple, surtout aussi dans le déploiement du programme, qui aura en tout cas facilité le déploiement du programme. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir la synthèse des évaluations et vous pouvez voir aussi la file active. File active, on va dire très maigre, on ne se cache pas de le dire aussi, alors qu'on sait que dans les services de soins hospitaliers, les patients consommant du THC sont nombreux. Alors peut-être pas à toutes les périodes de l'année, mais sont bien présents dans les services. La file active a augmenté de l'année 2017 à 2018, ce qui a pu donner un petit espoir de poursuite du programme et de bénéfice du programme. Et ensuite, la file active s'est vraiment écroulée. Sur les évaluations annuelles, on pouvait noter certaines interrogations, certaines remarques des équipes soignantes, et notamment que le programme était assez méconnu, que le programme les objectifs du programme n'étaient pas bien fixés, jusqu'à arriver à nous dire, sur l'établissement, nous avons un pôle addicto, pourquoi un programme ETP existe, puisque nous faisons le lien dans le soin intégratif avec les collègues experts. La décision de la coordinatrice a été en septembre dernier de demander l'autorisation de cesser ce programme.
Donc, comme vous avez pu le voir, à la suite de ces observations, ce qu'on en retire, c'est surtout aussi le témoignage, on va dire, des professionnels. Et si le professionnel ne peut pas communiquer l'information auprès de l'usager, ben, forcément, ça ne rencontre jamais ou pas son public. Donc, l'objectif, ça va être, à la suite de ça, de reclarifier, resimplifier la démarche. On reste sur une démarche de sensibilisation, ce n'est pas un accompagnement d'addictologie non plus purement en parlant voilà, concrètement. Donc, on va reconstituer un groupe de travail, partir sur une option d'un module, en 1 ou 2 séances peut-être pour sensibiliser le patient, mais en l'intégrant au programme existant déjà de l'établissement, afin que les professionnels aient une lecture peut-être plus simple, plus lisible de ce programme-là et comment il peut s'intégrer dans l'offre existante en fait. Et puis, si possible, ce serait bien de le mettre en place dès janvier 2022. Afin qu'on puisse rapidement aussi voir quelles seront les retombées de cet axe, de cette orientation. Le réseau existe. Là aussi, on est tout à fait conscient de la nécessité à communiquer sur l'existence, sur la cartographie, comment dans les parcours complexes, là aussi, les intervenants, chaque professionnel a son rôle à jouer pour clarifier, pour expliquer la coordination des parcours, pour accompagner aussi la priorisation des besoins des usagers. On a beaucoup de travail à faire là-dessus, on en est tout à fait conscient. Pour nous, ça nous semblait nécessaire de l'aborder voilà, de cette façon-là. Alors, je vous montre les programmes dans lesquels, du coup, seront intégrées ces quelques séances-là de sensibilisation. Un des programmes qui fonctionne sur l'établissement, c'est le programme autour des troubles bipolaires de l'humeur, qui a une expérience aussi depuis de nombreuses années avec différents modules, des formules individuelles, mais des modules aussi de groupe. L'approche auprès des aidants, la période qu'on a traversée avec les multiples confinements, les aidants étaient là et les aidants ont beaucoup sollicité les équipes parce qu'ils se sentaient seuls et dans ce maillage qui paraît pourtant simple, mais non, qui est extrêmement complexe. Il faut trouver la première porte d'entrée qui va nous permettre de trouver ce réseau. Donc, un des programmes voilà, troubles bipolaires de l'humeur, ça peut être une porte d'entrée pour parler d'eux, de l'addiction et en tout cas des risques. Et là, on vous en présente un second, qui est un programme autour des troubles du spectre de la schizophrénie, puisque, on va dire, c'est les pathologies prévalentes voilà, pour lesquelles il y a un public qui peut être intéressé sur ces questions de risque d'addiction. Voilà. Toutes ces plaquettes, d'ailleurs, vous les trouvez sur le site du centre hospitalier Charles Perrin. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous le souhaitiez sur l'UTEP. En tout cas, voilà, nous, c'était notre expérience. On est bien conscient voilà, de l'évolution modeste, en tout cas des pratiques. On se rend compte de tout le cheminement qu'il y a encore à faire pour faire évoluer les postures, pour, vous le disiez dans l'intervention juste précédente, sur aussi le rôle de la pérédance, les pérédances professionnelles, comment elle peut être un levier aussi à l'accès aux soins et à ces propositions. Donc voilà, merci pour votre écoute. S'il y a des questions, nous sommes à votre disposition. Alors, on est tout à fait consciente et on est tout à fait d'accord avec vous, effectivement. Pour atteindre l'usager, il faut une offre, mais une offre de qualité, une offre simple, comprise par les soignants et aussi par les usagers. Et c'est ce qu'a montré un petit peu le programme, ou en tout cas la construction de ce programme a été aussi peut-être trop rapide, peut-être pas assez pluridisciplinaire à la base et historiquement. Et on est bien sûr d'accord avec vous qu'il nous faut une offre. On est bien sûr OK avec ça.
Alors, on avait bien sûr dans la construction du programme, il y en a toujours une évaluation de la part des usagers. Ce qui était souvent, et de mémoire, retracé par les usagers, c'était que oui, ça avait été certainement bénéfique, oui, ils avaient appris des choses, mais que oui, à côté de ça, ils avaient aussi une prise en charge, avec le pôle addicto et que ça faisait beaucoup. Positionner aussi là-dessus, on va bien sûr faire référence à ça, travailler sur ça. Et aujourd'hui, certainement dans une autre logique et une autre méthode de travail, inclure les usagers à la création des modules. Il a été validé par l'ARS tel que nous l'avions présenté en répondant au cahier des charges. Donc, il s'appelait bien programme ETP. Mais par contre, effectivement, on s'est rendu compte en le faisant, certes très peu, mais en le faisant qu'il était plutôt informatif plutôt qu'avec des techniques éducationnelles. Alors non, les deux autres présentés par les plaquettes sont bien des programmes ETP avec différents axes, avec différentes techniques d'animation, en essayant de travailler les compétences d'auto-soin, les compétences psychosociales chez l'usager. Mais dans l'approche, en effet, que l'on souhaitait avoir de sensibilisation et donc ne pas faire à la place de aussi des programmes d'addicto, probablement qu'une des pistes, c'est aussi travailler sur cette capacité que pourrait avoir la personne à identifier quelles sont ses compétences à développer au travers de ces échanges avec les professionnels, mais aussi avec d'autres usagers qui sont des personnes expertes ou des personnes de ressources dans le domaine de l'addiction, et donc, du coup en s'appuyant sur la paire aidance. Mais probablement que l'approche, dans le retour des témoignages des usagers, ce qu'il y avait, c'est que ce qu'ils appréciaient, c'est que ça venait confirmer aussi leur degré de connaissance. Et du coup, c'était un espace plutôt valorisant pour eux, mais sous-proposé. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est qu'est-ce qui a fait que cette offre, n'a pas été peut-être bien comprise et communiquée en effet par les professionnels. Et puis comment on simplifie ce parcours, encore une fois. Et au niveau de la pédagogie, puisqu'on reste quand même sur des critères tout à fait validés en effet dans les cahiers des charges de l'ETP, que ce soit en termes de qualité de travail, on respectait tout à fait le cadre, mais maintenant comment s'appuyer sur d'autres méthodes pédagogiques peut-être plus variées, et aller sur les axes d'empowerment réel des patients, plus que finalement sur les compétences purement de connaissances, on va dire, sur les troubles. Ouais, le modèle psychoéducatif de toute façon était là à la base, vous le savez probablement en psychiatrie. Bien évidemment, les postures évoluent, mais à l'heure actuelle, maintenant, les programmes et l'existence des UTAP notamment font que on respecte tout à fait le cahier des charges, on va dire.